Les coûts de production du film de Disney Blanche-Neige avec l'actrice Rachel Zegler commencent à fuiter et les sommes semblent déjà extraordinairement élevées. On voit ça ensemble. Mais non, n'essaye pas de te casser la tête à régler les couleurs de ton écran, c'est ma chemise. Ah, elle est faite comme ça, petit café les copains. Et encore, j'en ai d'autres. Celle-ci, elle est soft. Ah, j'en ai qui te feraient rêver sans doute. Alors oui, on va reparler de Rachel Zegler, et surtout de Blanche-Neige, le super film woke de Disney, évidemment. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et ici, pourquoi? Parce qu'il y a des chiffres qui sont tombés. Et on commence à comprendre que le film, en fait, non seulement il est moche, on l'a vu sur les images qu'on avait pu voir dernièrement sur les plateaux de tournage, en tous les cas de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est quand même assez risible et assez ridicule, mais en plus, ça coûte cher. Alors on savait que le côté woke de la Force coûtait très cher, en général lorsqu'ils payent la facture, c'est là qu'ils s'en rendent compte, mais là, le film n'est pas encore sorti. Donc c'est quand même hallucinant ce qu'on va voir ici, et donc Blanche-Neige, Blanche-Neige et les 7, on sait pas trop d'ailleurs, si, les 7 bandits de grand chemin. Ah, maintenant on commence à savoir un petit peu comment on va être, à quelle sauce on va être mangé. Mais moi ça me fait marrer à chaque fois quand vous sortez quand il y a des gens qui essayent de trouver le titre, Blanche-Neige et les 7 machins, les 7 zadistes, les 7 plagistes, vous m'en avez sorti plein comme ça. Et j'ai écrit d'ailleurs à Bob Iger, oui, ça y est je l'ai fait, Bob Iger, le PDG Disney, Bob Iger, qui nous suit sur la chaîne d'ailleurs, sous le pseudo Papa en Papa Outé. Ah mais on sait que c'est toi. On sait que c'est toi. Je suis sûr que t'es choqué, là, Bobby, derrière ton écran. Mais ouais, mais on sait que c'est toi. Mais déjà, parce que tu parles en anglais, y a que toi. Et à chaque fois que tu commences toutes tes phrases en disant c'est pas de ma faute, c'est de la faute du cricket. C'est trop d'indices. On sait bien que c'est toi, papa outé, on t'a reconnu, quoi. Donc voilà, personnellement, j'ai écrit à Bob Iger en lui disant que s'il cherchait des talents pour renommer ses films, il avait qu'à piocher dans les commentaires sous mes vidéos en règle générale. Il y a de quoi faire. Alors, je pense que la plupart des titres que vous sortez, peut-être pas lui plaire. Il est comme ça, tu sais, il est sensible, Bobby. Il faut pas trop le papa en papa outé, il faut pas trop le... Non. Il est sensible, il a fleur de peau. Il a du mal avec les critiques. On l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos. Mais, si tu veux, il y a du talent. Tu peux essayer de t'arranger avec les abonnés, tu vois avec eux. Moyennant un bon chèque, il y en a un qui pourrait te trouver un truc, Blanche-Neige et les zadistes, et les 7 zadistes, sans aucun problème. Ou d'autres choses, évidemment. À ta convenance. Bref, donc, on va revenir ici, donc, avec ce fameux Blanche-Neige. Et Rachel Zegler, en ce moment, elle est en compétition avec Brie Larson. Non, rien à voir avec le fromage, l'actrice. Oui, elle existe, Brie Larson. Ils sont en compétition sur laquelle serait éventuellement la plus détestée actuellement à Hollywood. Alors, elle a une petite marge quand même d'avance, Rachel Zegler. Elle a agacé quand même pas mal de monde, mais Brie, elle est en train de refaire son retard, là. Elle est en train de manger sa roue. Pour les cyclistes, évidemment. Donc, ici, non seulement c'est woke, mais en plus ça coûte très cher. On nous dit donc les coûts initiaux du film Blanche-Neige de Rachel Zegler sont déjà incroyablement élevés. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. Mais vraiment. Un nouveau rapport précise que les coûts initiaux du film d'action réelle de Blanche-Neige de Walt Disney Company avec Rachel Zegler et Gal Gadot se sont élevés à 209,3 millions de dollars. Alors là, quand on me dit ça, tu dis oui, ça en fait du pancake, c'est vrai, mais bon, ça va. 209,3 millions de dollars, qu'est-ce qu'il nous raconte Goldo? La petite sirène, 250 millions. Attention, parce qu'un train peut en cacher un autre. Ce nouveau rapport de Caroline Reid de Forbes révèle que la production de Blanche-Neige portait le nom de code Hayden Heart Production Limited au Royaume-Uni, signé Papa en Papa Outé. Forcément. Selon Reid, donc au Royaume-Uni, les dépôts pour la société de Walt Disney Company avaient déjà dépensé 209,3 millions de dollars. Oui, mais attention, quand? Au 31 juillet 2022. Eh oui, il y a un an de ça. Plus d'un an de ça, même maintenant. Cependant, 209 millions, c'était à l'époque. Cependant, elle note que le gouvernement du Royaume-Uni a accordé à Disney un allègement fiscal de 41,1 millions de dollars, ce qui signifie que les dépenses nettes jusqu'à présent s'élèvent à 168,2 millions de dollars. Là, c'est pour... Donc, présentement. J'ai presque envie de te dire. Mais donc... Alors, effectivement, on savait que Disney faisait les tournages de ses films actuellement, produisait les tournages de ses films en Angleterre, au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'ils avaient à chaque fois une ristourne.
Hein, ici, quand même une belle ristourne de 41,1 millions de dollars, donc ça nous fait à la fin 168,2 millions de dollars, oui, mais au 31 juillet 2022. C'était il y a un an de ça. Donc déjà, les chiffres étaient énormes à cette époque-ci, il y a un an qui s'est passé. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, évidemment, mais ça doit coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils, puisqu'ils tournent au Royaume-Uni, ils ont donc cette ristourne, mais ils ont pour obligation, et ça énerve prodigieusement, notamment Bob Iger, le PDG de Disney, de diffuser les chiffres, justement. Ils sont obligés d'être transparents, c'est ce que le Royaume-Uni leur demande, sur les coûts de production. Alors, quand ça marche bien, quand ça fait un super succès, c'est génial, ils n'ont aucun problème à les diffuser. Par contre, quand ça floppe, notamment ce fut le cas dernièrement pour La Petite Sirène, là, ça les embête. Eh oui. Donc on est quasiment, là, on est à quoi? Donc à 170 millions, on va dire, allez, à peu près, au 31 juillet 2022. L'essentiel à souligner ici est qu'il ne s'agit que des coûts jusqu'au 31 juillet 2022, c'est ce que j'étais en train de dire, et n'inclut pas les coûts de production engagés après cette date. Fort de note à juste titre, ces coûts risquent d'augmenter fortement, car plus d'un an de post-production devait encore être fait après la date des états financiers. Mais ce n'est pas seulement la post-production qui augmentera les coûts. Nous savons depuis le début de l'année qu'il faisait également des prises de vue sans Rachel Zegler. Il est probable que ces coûts de production ainsi que tout ce qu'ils auraient pu faire en cours de l'année seront également inclus. Donc non seulement depuis un an ils ont retourné certaines scènes sans Rachel Zegler, mais en plus, souvenez-vous, dans les précédentes vidéos qu'on avait vues ensemble, ils ont indiqué qu'ils voulaient retourner certaines scènes avec Rachel Zegler. Ah, ça va être un gouffre. C'est-à-dire que pour que le film cartonne, alors là, va vraiment falloir, enfin, pour qu'il atteigne son seuil de rentabilité, va vraiment falloir qu'il cartonne de manière intergalactique, là. Ah ouais, au moins. En réaction à cette information, l'analyste financier du box-office, Valiant Renegade, a écrit sur X « Il semble que Snow White de Rachel Zegler aura un coût de production de 300 millions de dollars !» 300 millions de dollars. Donc, souvenez-vous, donc un Blanche-Neige, 250 millions de dollars. Donc ici, 300 millions de dollars. Mais en vrai, ça va les dépasser. Parce qu'on n'a même pas encore parlé de l'enveloppe marketing ici. D'ailleurs, c'est l'enveloppe marketing dont on ne parle quasiment jamais. C'est très rare que les productions nous donnent l'enveloppe marketing. En général, on n'a que les coûts de production, pas l'enveloppe marketing. Et évidemment, tout cela s'ajoute. La distinction, la différenciation, elle est faite systématiquement par les médias qui aiment bien segmenter en disant le marketing a coûté ça, le coût de production a coûté ça. Mais eux, les grosses boîtes comme Disney... ou que sais-je encore, lorsqu'ils font le bilan du coût de production d'un film, ils incluent tout. Évidemment, que ça soit ce que le film a coûté en production, mais aussi ce qu'il a coûté sur un plan publicitaire, marketing, etc. C'est un chiffre global qu'ils prennent. Ça a coûté bien plus. Mais bien plus que 300 millions. Il est fort possible que ce montant dépasse encore 300 millions de dollars. C'est ce que j'étais en train de dire, encore une fois, compte tenu des coûts de production engagés au cours de la dernière année, ainsi que de tout type de travail de post-production que le film subira. Néanmoins, affirmerait sur la base des chiffres initiaux, le film devra rapporter 336,4 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité. Cependant, son calcul ne prend pas en compte les coûts de commercialisation. Donc non seulement le calcul ici ne prend pas en compte les coûts de commercialisation, mais les 336,4 millions de dollars ne concernent uniquement que le premier chiffre de 170 millions de dollars. C'est-à-dire que si on s'arrêtait sur ce chiffre-ci, il faudrait qu'il fasse 336,4 millions de dollars pour atteindre un seuil de rentabilité. Uniquement avec le chiffre donné, qui est donc celui de 2022. Elle explique que les studios reçoivent généralement 55% des recettes du box-office des cinémas nationaux et 43% des marchés internationaux. Ainsi, explique-t-elle, en prenant la moyenne de 43 à 55%, on obtient une répartition à peu près de 50-50 du box-office entre les théâtres et les studios. Alors oui, c'est vrai, mais ici c'est un calcul qui est un petit peu rapide, qui est pas faux, hein, mais c'est un raccourci tout de même, puisque par exemple, pour vous donner un exemple concret, les États-Unis comptent beaucoup sur le marché asiatique, et notamment le marché chinois. Or, s'ils gagnent 50% de recettes au box-office sur le marché national, sur le marché sur le continent asiatique et plus précisément en Chine, les recettes du box-office ne sont que de l'ordre de, à peu près, je sais plus c'est combien le chiffre exact, mais de 20%. Eh oui. Donc c'est pas la même histoire, c'est pas la même chanson. Donc c'est vrai que si on prend le tout global, on dit ouais, on est sur du 50-50, oui, mais en fait tous les continents n'intéressent pas autant les États-Unis.
Tous les pays, surtout, n'intéressent pas autant les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont de l'intérêt sur certains pays plus que d'autres. C'est assez évident. Quand on voit, par exemple, le nombre de Chinois, on se doute bien que pour les États-Unis, pour les Américains, ça serait important d'acquérir ce marché-ci. C'est pour ça aussi, c'est ce qui explique pourquoi, lorsque, justement, les Asiatiques ne se sont pas déplacés pour aller dans les salles, pour aller voir La Petite Sirène, qui est un gros flopbuster, on va pas revenir là-dessus, ils se sont fait insulter copieusement de racistes, justement, par ces mêmes productions. Par certains dans la production, plutôt. Notamment chez Disney. Même chez les journalistes. On avait vu ça à l'époque dans les précédentes vidéos. Parce que justement, ça les a un petit peu vexés. Ça les a mis quand même assez en colère. Ils en attendaient beaucoup, et c'est justement sur le continent asiatique qu'ils se sont le plus cassés la gueule. Donc bon, le 50-50, c'est un raccourci un peu rapide, mais néanmoins, ça permet de comprendre à peu près les pourcentages. En tous les cas, ce qui est vrai, c'est que sur le plan national, on est sur des 55%, entre 45 et 55%. Sur le plan national aux États-Unis, ce que rapporte un film au box-office pour une production américaine. Elle conclut ensuite, si Disney conserve environ 50% des recettes de Blanche-Neige, le film devra rapporter 336,4 millions de dollars, rien que pour couvrir ses dépenses de base de 168,2 millions de dollars. Donc en gros, ça sert pas à grand-chose son calcul ici, puisqu'on sait que de toute façon, ce sera pas le chiffre final. Mais bon, elle a voulu le souligner, pourquoi pas. Cependant, comme indiqué ci-dessus, étant donné qu'il existe clairement des coûts de production importants, ainsi que de post-production et de marketing, on pourrait penser que le film devrait rapporter au moins 750 millions de dollars au box-office. Donc là, pour atteindre son seuil de rentabilité, on est sur un chiffre, évidemment, qui est un petit peu plus raisonnable que les 300 et quelques millions de dollars. Au bout du bout, le film devra au moins atteindre 750 millions de dollars au box-office pour commencer à atteindre son seuil de rentabilité. On est sur des super productions, donc, en gros, pour dire qu'un film de ce montant-ci est un succès, il va falloir qu'il dépasse le milliard. Là, on pourra parler de succès. S'il fait juste 750 millions, il aura atteint son seuil de rentabilité. La Petite Sirène n'a jamais atteint son seuil de rentabilité. Que ce soit multiplier son chiffre d'affaires par 2,5 ou par 3, dans les deux cas, il n'a pas atteint son seuil de rentabilité. C'est pour ça que c'est un flopbuster. En utilisant un facteur conservateur de 2,5, multiplié par 2,5, pour la production minimale de 300 millions de dollars de Valiant Renegade, le facteur de 2,5 prend en compte les différents montants bruts ainsi que les coûts de marketing. C'est ce qui, en général, c'est ce qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, un film coûte, tant de millions, on le multiplie par 2,5, et là, tu as son seuil de rentabilité. C'est un seuil de rentabilité qui n'est pas non plus très précis. Il y a deux raisons déjà à ça. C'est d'abord que sur une grosse production, en réalité, on va multiplier plutôt par 3 et non pas par 2,5, sur toutes les productions qui dépassent les 250 millions de dollars. Et ensuite, pourquoi? Tout simplement parce que certaines productions, ou plutôt la majorité des productions, lorsqu'on a pourquoi c'est pas précis? Quand on a les chiffres, on a uniquement les chiffres, nous dit-on, de ce que le film a coûté, justement, en termes de production. Mais on n'a jamais, justement, les chiffres des enveloppes marketing qui vont autour de ces fameux films. Et là, par exemple, tu prends un film comme La Petite Sirène, rien qu'en se basant sur les 250 millions, lorsque tu le multiplies par 2,5 ou par 3 et que tu vois ce qu'il a engendré, ce qu'il a engrangé au box-office, tu te rends compte déjà que c'est un flopbuster, mais dis-toi que les 250 millions ne sont en fait que une partie de ce que le film a réellement coûté, et qu'en vrai, il a coûté beaucoup plus que ça. Donc ici, ça va être une fois de plus le cas. C'est-à-dire que oui, 750 millions de dollars, non, ça risque en fait de... Normalement, à la fin, il va falloir plus encore que 750 millions de dollars, en réalité, pour atteindre son seuil de rentabilité. Ça nous donne juste une idée, mais c'est pas très précis. Je sais pas si j'ai été bien clair, moi, par contre, dans mon truc, mais je pense que oui. Compte tenu du budget énorme, il est peu probable que le film recouvre ses coûts. C'est évident, Le film en live action le plus récent, La Petite Sirène, n'a rapporté que 569,1 millions de dollars cette année, ce qui est un gros flop, évidemment. Et ces énormes budgets, deviennent une préoccupation majeure pour les analystes de Wall Street. L'analyste financier Valiant Renegade a récemment souligné que l'analyste Needham, Laura Martin, on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, elle est balèze, Madame Martin, qui a récemment assisté à une présentation d'investisseurs de 120 personnes à Walt Disney World, a déclaré qu'Iger n'avait pas évoqué la faiblesse de la société en matière de cinéma. Ah, le Bobby est malin. Ah, souvenez-vous, on en avait parlé ensemble, il avait évoqué notamment le fait qu'il avait compris que c'était les guerres culturelles, il appelle ça les guerres culturelles, donc le côté woke de la force qui les avait mis dans le mur, il reconnaissait pour une fois, devant les actionnaires, que le problème était là, mais c'est vrai qu'il n'a pas parlé, ni du cricket, pardon, ni des films.
des flopbusters qu'il y a eu dernièrement. Valiant Renegade a commenté la faiblesse des films de Disney, c'est-à-dire des films que Disney sort en salle. Ici, qu'ils n'ont même pas donc abordé avec Martin et Iger lors de ce fameux... comment ça s'appelle? Orlando World, c'est quoi, non? C'est pas Orlando. Disney World, non, c'est quoi? Laura Martin a récemment assisté à une... Ouais, Walt Disney World. Ah, mais c'était pas... Bref, on s'en fout. Il a ensuite donc discuté d'une section du rapport de Martin axée sur cette faiblesse au box-office. Martin a expliqué qu'Iger avait résolu le problème du box-office de l'entreprise, mais que sa solution consistait à réduire le nombre de films et d'émissions de télévision Marvel produits ainsi que leurs coûts. Alors que, oui, il a réglé le problème des dépenses, il n'y en a plus. On arrête les dépenses. Ah, mais il est fort. Eh, mais il est payé très cher quand même hein, pour trouver ce genre de solution, l'ami Bobby. Plaisante pas, lui, hein. Passant à Pixar, elle a détaillé, les réalisateurs de Pixar sont pour la plupart nouveaux, donc ils pensent que Disney ferait mieux de leur attribuer des personnages et des histoires existantes à travers des suites plutôt que de repartir à zéro comme avec Élémentaire et Turning Red. Commentant cela, Valiant Renegade a déclaré « Oh, génial, remettez les adresses IP de Pixar des machines à sous très populaires à de nouveaux laquais qui ne connaissent rien. Je suis sûr que cela se passera à merveille, comme tous les remakes, suites et adaptations de Disney des 2 ou 3 dernières années. » Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici l'article. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est les sommes. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire que, comme on l'a vu déjà rien que là, si on était uniquement sur le chiffre de juillet 2022, où on nous indiquait 170 millions, je crois, à la fin, avec tout, 168,2 millions, une fois que la ristourne était posée, donc la ristourne anglaise, qui était donc accordée à Disney. Donc ça va être un gouffre énorme, c'est-à-dire qu'on parle d'un film qui va coûter au minimum 300 millions de dollars, mais qui va sans doute, très vraisemblablement, les dépasser, puisqu'une fois de plus, d'ailleurs, ici, vous remarquerez que l'article ne mentionne pas le côté marketing, et c'est chiant. Et ouais, mais moi, c'est mon métier, le marketing, donc ça m'emmerde à chaque fois quand je vois que les gens n'en parlent pas, parce que ça coûte très cher. Et oui, évidemment, on s'en doute bien, mais la publicité d'un film coûte très 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 cher, et croyez-moi, les entreprises ne segmentent pas ce genre de coûts. Il y a que les médias qui le font en disant « Ouais, le marketing a coûté, ça a coûté 100 millions, par contre la production c'était 200 millions. » Non. Eux, ils prennent le tout et ils disent, notamment les actionnaires, et ils regardent et ils disent « En fait, le film t'a coûté 300 millions. » Tu peux arriver devant les actionnaires et dire « Non, mais en fait, non, c'est parce qu'il y avait 100 millions, c'était pour la kermesse de mon fils, machin, on a fait une publicité. » Ils s'en foutent. Et eux, ils voient ce qu'ils ont dépensé pour le film global, donc ça rentre évidemment dans les frais. Donc c'est dommage qu'à chaque fois les articles n'en parlent pas, mais en même temps, enfin... Ils en parlent pas souvent, mais en même temps, je les comprends parce que c'est vraiment quelque chose qui est très opaque. On n'a pas vraiment de visibilité, de clarté, justement, concernant ces coûts de marketing à chaque fois. C'est très rare d'avoir une production qui donne des chiffres sur leurs coûts de marketing, mais on est conscient, on sait bien de toute façon que lorsqu'on dit qu'un film coûte 300 millions de production, en fait, il coûte beaucoup plus que ça, parce que justement, il faut inclure cette fameuse enveloppe. Ici, donc, vu les chiffres qui sont sortis, vu les projections, on était qu'en 2022, quand les chiffres étaient donnés ici, enfin, les chiffres qui ont été donnés ici ne dataient donc que de 2022, donc il y a eu un an qui s'est passé entre-temps, et il y aura encore plusieurs mois avant que le film sorte et des scènes qui seront rejouées, de la post-production, etc. Donc on se retrouve vers un gros gouffre. Ah, mais moi ça me fait marrer, parce que déjà que je lui donnais pas cher de sa peau, franchement, au film, au niveau popularité, déjà, il souffre d'une impopularité extrême, à cause de Rachel Zegler, certes, mais aussi à cause du côté woke de la Force, qui est implanté de manière assez grossière et grotesque dans ce film. Donc déjà, les gens n'avaient pas vraiment envie de se déplacer pour aller voir le film, mais quand tu vois en plus ce qu'il va coûter, il y a de quoi sortir les pop-corn. Je sais même pas s'il y a pas de quoi sortir les bières, là, les copains. Oh, je pense que il y aura au moins moyen de faire un live un jour sur ce qui va se passer avec ce film-ci, et en tous les cas de bien se marrer, de passer une bonne soirée à se marrer. Mais moi, franchement, je l'attends avec les pop-corn. Ça, c'est une idée. Ou voir peut-être les bières. Parce que ça s'annonce quand même assez prodigieux. Ça va être rigolo, ça va être drôle de suivre tout ça, et de voir justement déjà, à la fin, quels chiffres ils vont nous annoncer. Et oui, sachant qu'en plus, je vous le dis, du fait qu'ils travaillent en Angleterre, ils vont être obligés de nous donner, alors peut-être pas au début, mais à la fin, ils seront obligés de nous donner des chiffres précis
sur les coûts justement qu'aura engendré cette fameuse production Blanche-Neige et les 7, je sais pas, les 7 Beach Boys, non, non, parce que ça leur fait pas honneur, Beach Boys, ils ont fait des bonnes choses, Surfing USA, etc. Bref, donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, qui est donc dans les descriptions des vidéos, ainsi que mon Facebook et la Discord de la chaîne, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde, des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, mais avec une chemise tout à fait élégante. Paix et félicité. Évidemment qu'on va continuer à suivre ce fameux dossier qui est Blanche-Neige avec Rachel Zegler. Ah ouais, mais c'est passionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, dis donc. Et là, en plus, c'est pour apprendre des choses qui sont quand même assez intéressantes. En tous les cas, moi, ça m'intéresse, surtout quand on parle de chiffres comme ça, pour un film comme celui-ci. C'est moche, c'est woke, et ça coûte cher. Bref. Et que la force soit avec vous.